Bonjour à tous, bonjour chers visiteurs. Sur ce forum international de la cybersécurité, le Hacking Lab se poursuit avec la dernière intervention de cette matinée avant une reprise à 13 h. Nous accueillons ici Airbus Cybersécurité avec Monsieur Delay qui va nous parler de l'exploitation d'une élévation de privilèges dans un antivirus. Je vais vous laisser vous présenter, donner également la localisation de votre stand. La suite, par ailleurs, ce sera assez simple. Nous aurons cette conférence qui va, après l'intervention de Monsieur Delay, avoir un fichier vidéo qui va détailler le propos et reprendre cette explication. Et enfin, nous aurons la session de questions-réponses avec un micro qui vous sera disponible. C'est à vous. Merci. Et puis, bonne conférence à tous et à tout à l'heure. Merci. Donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vulnérabilité que j'ai trouvée sur un antivirus, Avira, qui est une élévation de privilèges. Alors cette présentation se veut technique. Pour ceux qui sont moins techniques, cependant, ça sera pour eux un moyen de voir qu'est-ce que c'est le travail d'un chercheur en vulnérabilité, en quoi consiste une exploitation et voilà, voir un petit peu la complexité de ce domaine. Pour les autres, j'espère que ça vous plaira aussi. Slide suivant, s'il te plaît. Merci. Donc, une brève présentation. Donc, je suis Nicolas Delay. Bon, je suis chercheur en vulnérabilité, principalement sur l'OS Windows et les applications qui tournent. Okay. J'ai trouvé quelques vulnérabilités sur plusieurs solutions de sécurité, comme vous pouvez voir. Bon, ça soit le DR Cyber Reason, il y a eu aussi Bromium et Malwarebytes et Avira. Bon, peu importe les vulnérabilités que j'ai trouvées sur ces logiciels de sécurité, l'idée derrière sera de vous montrer qu'un antivirus, même si c'est là pour vous protéger, il a aussi ça apporte aussi des risques. D'autre part, je voudrais aussi dire que, avant que vous croyiez que je suis un méchant hacker qui veut tout péter, je fais ça pour Airbus Cyber. On a tout un process, évidemment, où lorsqu'une vulnérabilité est identifiée, soit parce que le client a demandé de vérifier la sécurité d'un produit, parce qu'il veut avoir un niveau de maturité, de fiabilité, soit nous, en interne, on veut savoir, avant de choisir un produit, qu'est-ce qui nous intéresse le plus, qu'est-ce qui nous semble le plus fiable. Donc, dès lors qu'une vulnérabilité est identifiée, évidemment, on passe par notre CERT Airbus. Il y a une interaction qui a lieu avec l'éditeur. Et l'éditeur, une fois qu'il corrige la vulnérabilité, me demande de retester pour vérifier si la vulnérabilité est bien corrigée. Et à partir de là, je peux faire une CVE et vous parler aujourd'hui notamment de celle d'Avira. Slide suivant. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? D'abord, un petit peu de contexte. Je vais ensuite décrire le composant vulnérable, qui est un driver kernel au niveau du noyau, et puis une description de la vulnérabilité. Donc on verra un petit peu où se situe le bug, comment on peut tirer avantage de ce bug pour en faire une exploitation, pour avoir une élévation de privilèges. Tout ça va se passer dans le noyau Windows, on ne sera pas dans le monde de Userland. Et j'ai choisi de faire une exploitation sur Windows 7, simplement parce que en temps contraint, c'est plus simple. Et on verra une petite démonstration qui est une vidéo qui montre un petit peu le programme qui lance et qui exploite la vulnérabilité. Slide suivant. Merci. Donc un peu de contexte. Aujourd'hui, je pense que la majorité des utilisateurs Windows utilisent un antivirus. D'un point de vue attaquant, sachant ça, on sait que l'antivirus est quand même un vecteur d'entrée, en tout cas pour le méchant bonhomme, non négligeable, parce que c'est présent sur énormément de machines, et deux, ce genre de logiciel possède de nombreux composants, que ce soit des drivers, des binaires, des services, et la majorité de ces services tournent avec des droits privilégiés, donc ce qui en fait des cibles de choix pour soit élever ses privilèges ou trouver une exécution de code à distance. Une petite aparté juste sur le driver, souvent tous les antivirus possèdent des drivers. Et malheureusement, un driver, c'est compliqué à développer. Et la moindre erreur de programmation mène à soit un crash de la machine, soit pire, à une élévation de privilèges, à l'exécution de code. Slide suivant. Donc, le composant vulnérable, c'est le driver avpbb.6. Donc, si on regarde un petit peu la description de ce driver, c'est Avira Driver for Security Enhancement. Donc, en gros, c'est un driver qui est censé améliorer la sécurité du système.
Malheureusement, c'est ce driver-là qui possède la vulnérabilité. Donc finalement, il affaiblirait plus si j'ai envie de troller, je dirais qu'il affaiblit plus le système qu'autre chose. Bon, c'est vraiment du troll, il a vraiment un intérêt. Après, tout logiciel possède son lot de vulnérabilité, malheureusement. Donc ce driver est en charge d'assigner un niveau de confiance et de droit dès lors qu'un binaire est exécuté sur la machine. Et à partir de là, on comprend que pour ceux qui ont déjà fait un petit peu, alors soit de programmation driver ou de la recherche de vulnérabilité sur des drivers, que notre point d'entrée pour interagir avec le driver n'est pas les classiques IOCTL, mais un exécutable PE. Donc il faudra forger son propre PE et à partir de là, on verra que le driver va venir le parser et ainsi de suite. Slide suivant. Donc qu'est-ce qui fait ce driver ? Donc, dans un premier temps, dès qu'un binaire est exécuté, il va venir vérifier si est-ce que ce driver tourne avec des droits admin. Le binaire tourne avec des droits admin. Si c'est le cas, il va setter un flag. OK, ce programme, il a des droits admin. Alors, il sera peut-être plus privilégié que certains, en tout cas au sein de l'antivirus. Comment il va le gérer ? Juste par curiosité, les deux API qui sont gérés par ce driver pour vérifier si un process est admin, il appelle SE token is admin ou il appelle la fonction SE query information with, avec la classe token elevation. Bon, bref, si ce programme n'est pas admin, il va vérifier si le programme lancé fait partie d'une liste blanche hard-codée et en fonction du nom de ce binaire-là, il va lui attribuer d'autres privilèges, des droits spécifiques. Par exemple, dans cette liste, on peut retrouver le binaire mmc.exe, lsass.exe, WMI pour tout ce qui est WMI priv.exe, mais on a aussi tout ce qui est navigateur, Firefox, etc. Donc, première idée, je me suis dit, tiens, pourquoi pas adjacker le nom d'un de ces process et voir si le driver me donne des droits privilégiés selon le type d'exécutable. Bon, évidemment, ça n'a pas marché, tant mieux pour eux. Tout simplement parce qu'ils ont quand même la présence d'esprit de regarder si le chemin complet est dans un répertoire genre système 32, donc plus ou moins déjà protégé, où il faut avoir des droits admin ou système. Et le dernier point qui est vérifié, si on n'est pas dans ces cas de figure, c'est est-ce que ce programme qui est lancé fait partie de la suite Avira. Et pour cela, il va vérifier si une signature est présente dans le binaire Avira. Et il va faire un calcul dessus, vérifier la cohérence de cette signature-là. Et si c'est bien un binaire Avira, il va setter un flag. Donc, première chose que j'ai essayé, pourquoi pas récupérer une signature d'un binaire Avira, la coller dans mon propre programme que j'ai compilé et voir ce qui se passe. Bon, ça ne marche pas, fort heureusement. Par contre, en allant un petit peu plus loin, en regardant le format de cette signature et les données autour, on va voir qu'il y a moyen de corrompre la signature et de causer un bug au niveau du driver. Slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Donc, qu'est-ce que c'est cette signature ? On voit que c'est bien plus qu'une signature. C'est un blob de données qui comprend des magic strings, la version de la signature, la taille du blob et la signature elle-même. Les magic strings, vous pouvez le voir au tout début, en fait. C'est vraiment les premiers octets. Il y avait, j'arrive plus à lire, avait quelque chose. Et tout en bas, on voit pareil, il y a une autre signature. C'est 2 chaînes de caractères qui définissent finalement le début et la fin du blob de données. Et c'est comme ça que le driver Avira va parser un binaire à la recherche de ces 2 signatures pour retrouver la signature. Et le point important ici, c'est la taille du blob. Par défaut, c'est 0x168. Et en jouant avec cette taille-là, donc on peut la setter. Malheureusement, le driver ne vient pas vérifier cette taille si ça correspond à... Bon, il ne fait pas de calcul dessus, il n'y a pas de vérification. Donc, si on set une grande valeur, il va se passer des choses qui sont pas terribles. De quelle manière, finalement, après Avira va vérifier donc l'authenticité de ce PE. Bon, il va s'appuyer sur la manière dont fonctionne Windows. Ils ont déjà un algorithme qui est fourni. Pour cela, il va exclure quelques champs PE qui sont le checksum, le security directory, et exclure évidemment le block itself. À partir de ça, il va trier les zones de données utiles. On verra un peu plus loin qu'est-ce que c'est. Bon, la liste chaînée. Et ensuite, il va calculer un hash et vérifier si ce hash correspond vraiment à la signature du binaire. Slide suivant. Donc un petit peu d'ASM. Donc le contexte de ce bout de code, en gros, l'idée c'est de créer une liste chaînée. Alors pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais en fait c'est un moyen de programmer en C certains éléments qui sont chaînés. Et ici, cette liste chaînée va comporter toutes les sections de données à exclure pour le calcul de la chaîne. Donc, dans ce bout de code, en fait, le but va être de stocker la fin d'une donnée à exclure dans un champ de la liste chaînée.
Donc, quand on regarde un petit peu ce code assembleur, alors je ne sais pas si vous allez réussir à lire les registres, on voit encadré en rouge une petite instruction, enfin une instruction, où dedans on a le registre R12 qui est initialisé, alors ça c'est moi qui vous le dis, mais c'est le cas, qui est initialisé avec la taille du fichier binaire qui est démarré sur la machine. ECX qui provient donc du blob de données, qui est finalement la taille, le 0x168 qu'on a vu au début, c'est ce champ-là aussi qu'on contrôle. Et lorsqu'on charge ECX avec une grande valeur, on peut voir que finalement, je résume le carré rouge, c'est pas l'équation, mais donc le calcul qui est fait en rouge juste en dessous. Ça fait que la ind qu'on voit c'était dans le registre R8, bah, c'est la taille du blob, donc on contrôle, plus la taille du fichier binaire qu'on contrôle aussi, parce qu'on peut très bien forger un binaire de la taille à peu près que l'on veut, bon, moins l'offset de signature. Et en contrôlant ces données, imaginons qu'on mette une grande valeur dans ECX, bah, on va avoir un débordement, tout simplement parce qu'on est à la base sur des registres 64 bits, mais on voit que le résultat qui est stocké dans R8 est un registre 32 bits. Donc on verra, c'est là où on obtient l'integer overflow. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc on va repartir donc de notre petite équation là, et on va remplacer les valeurs pour voir un petit peu comment a lieu cet integer overflow. Donc on a notre liste chaînée, c'est en bas encadré en bleu. Donc on voit que le premier carré, en fait, on a l'offset 108 10B qui correspond au checksum à ignorer dans le calcul. Puis on a la Security Directory RVA qui correspond à l'offset 148 à 14S. Ça, vous le retrouvez finalement. Bon, j'ai fait un petit screenshot à droite où on voit Security Directory RVA et les offsets. Donc on retrouve ces offsets-là. Et puis on a notre dernier carré tout en bas qui est notre blob de données où il y a la signature et qui est à l'offset 455. Et bon, on va voir après ce 388, ce que c'est. Donc on reprend maintenant notre équation tout en haut, on remplace par les valeurs. Donc moi j'ai volontairement crafté un fichier de 680 octets en hexa, puis bon là ça fait un offset de signature qui se trouve à 22B à partir de la fin, ça c'est pas grave. Et puis j'ai mis pour le blob size une taille de FFFFFF34 qui est très, très grande, bien plus que les 0x168 prévus. Puis si je remplace ces valeurs dans notre petite équation, on voit qu'on obtient une valeur de 1,0000388. Cette taille-là, en fait, elle est stockée dans un registre. C'est une valeur 64 bits, mais comme on vient stocker ce résultat dans un registre 32 bits, on va garder plus que les 388 en hexa comme taille de fin comme fin du blob de données à exclure. Et si on revient sur notre dernier carré bleu, on voit que le début de notre blob est à 455, ce qui est vrai. Par contre, la fin du blob est à 388. Et là, c'est là où il y a une grosse incohérence. Comment c'est possible que la fin se situe avant le début? Donc on est bien là, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Slide suivant. Donc pour un peu mieux visualiser, là on a un petit schéma de notre or. À droite c'est en hexa notre binaire PE. On peut voir le MZ tout au début. Il faut savoir qu'au niveau noyau, dès que l'exécutable est lancé, l'allocation est faite dans le nom de page pool sous Windows, donc de la taille de 680, de la taille du binaire, tout simplement parce qu'il sait qu'il y aura des données à exclure, donc 680 est censé être suffisant. Au pire, on a tout le binaire, ce qui n'est pas le cas. Puis dans un comportement nominal, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va copier dans ce buffer? On va d'abord copier les données de l'offset 0 à 108 jusqu'à notre début de checksum, puis on va ignorer le checksum, copier de 10C à 148. Là, on arrive à notre Security Directory RVA qu'on veut ignorer, donc on va se placer après, de 150 à 455, le début de notre blob de données, notre gros carré rouge. Puis on va l'ignorer, on va se mettre à la fin, et là on va copier de 5 BD jusqu'à la fin du fichier 680, ce qui nous fait un total finalement de 50 C bytes copiés dans ce buffer de 0x680. Ça rentre parfaitement, c'est super. Maintenant, dans notre comportement corrompu, où j'ai mis une taille énormément, où on a notre integer overflow, le début est le même. Par contre, quand on va vouloir copier la dernière zone de données, au lieu de commencer à l'offset 5 BD à la fin de notre blob où il y a notre signature, mais on va commencer à l'offset 388 et jusqu'à la fin du fichier. Et de copier de 388 à 680, 680, ça revient à copier 2 F8 octets. Sinon, au final, on copie 0x741 en hexa au lieu d'un buffer où on a un buffer de 680 par défaut. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe? On a fait un débordement dans le noyau. On ne sait pas dans quoi. Donc toute la complexité va être de quelle manière on arrive
à déborder sur quelque chose que l'on contrôle et qui va aboutir à une exécution de code. Slide suivant. Donc, qu'est-ce qui se passe en mémoire au niveau du kernel? Alors là, à gauche, on voit d'abord notre buffer alloué, là, le carré vert, 690 avec le tag AVOZ qui fait penser à antivirus. Notre buffer, il fait 690 ici et non 680, on voit l'allocation. Tout simplement parce qu'au niveau noyau, lorsqu'il y a une allocation faite dans le nom de page pool, il y a un pool header qui fait 0x10, désolé, ce qui fait que 680 plus 0x10, on retrouve bien notre 690. Puis ensuite, en dessous, on voit d'autres allocations faites par le noyau. Maintenant, il y a une sorte de même copie, évidemment, qui a lieu. On vient déborder dans le tas et on voit qu'est-ce qui se passe après ce même copie. On retrouve à la même adresse mémoire, donc notre buffer Avira avec le tag AVOZ. Par contre, en dessous, à la même adresse, on voit qu'on n'a plus un fichier avec le tag VADM, mais avec le tag file. Tout simplement parce que avec mon débordement, j'ai copié les données qu'on voit tout en haut à droite, qui commencent par 69, 00, 15, etc., qui définissent en fait ça, c'est le pool header d'un type fichier. Et si je reviens, donc là, on va regarder là ce petit truc en haut à droite, notre 69, 0, 15, 02. Si on revient sur le slide précédent, s'il vous plaît, on voit qu'en vert, c'est nos données que j'ai écrites moi dans le fichier PE qui a été exécuté qui a été chargé au niveau noyau. Donc ça, c'est moi volontairement qui ai copié ça. J'ai fait en sorte que lors de la copie, ça vient exactement recopier le pool header de l'objet suivant avec ces données-là. Et on va voir maintenant en quoi ça va me servir. Donc slide suivant, s'il vous plaît, à nouveau. Donc l'exploitation, plus ou moins bien connue, c'est la technique Bado-Bobo que j'ai utilisée. On va voir pourquoi. Donc cette technique, elle repose sur la manipulation d'objets kernel, de header, donc c'est bien ce qu'on a vu, je joue avec les headers d'objets. Et la structure object header, finalement, que je viens réécraser, qu'on voit en haut à droite, elle contient un champ type index. Et ce champ type index, qui va être une valeur 0, 1, 2, 3, 4, 5, va définir le type d'objet qui correspond à cet header. Est-ce que ça va être un fichier? Est-ce que ça va être un sémaphore? Est-ce que ça va être un event? Et en fonction de ça, il n'y aura pas les mêmes fonctions, le même traitement qui sera fait par Windows. Et il y a un objet global sous Windows 7 qui s'appelle une variable globale, object, OB, type index table, qui correspond en fait, pour chaque index donné, un pointeur vers une structure qu'on verra qui s'appelle object type. Si on regarde un petit peu cet objet noyau, là, OB type index table, on voit en bas à droite, à 0, si je mettais un index 0, on aurait une valeur 0. Par contre, avec un index 1, on a Bado-Bobo. Alors, je n'ai pas l'explication de pourquoi ça, on va voir après. Ensuite, 2, 3, 4, 5, 6 en index, on a des adresses kernel. Donc, la seule adresse utilisateur qu'on a, c'est à l'index 1, Bado-Bobo. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, on peut réussir à forcer le noyau à utiliser une adresse utilisateur, donc à partir du kernel. Adresse utilisateur, nous, on exécute un programme qui est dans le monde userland, qu'on peut volontairement allouer. On peut faire ça avec du virtual alloc. Donc, imaginons qu'on alloue l'adresse Bado-Bobo dans le monde de user avec un virtual alloc. Là, à partir de là, le kernel peut-être va forcément utiliser cette adresse-là pour faire des choses. Donc, on va voir au slide suivant qu'est-ce qu'on va faire avec cette adresse-là. Donc maintenant, on a une structure, donc ce qu'on va créer dans le monde user avec l'adresse Bado-Bobo, c'est une structure object type. Object type, on la voit, ce que c'est, il y a plusieurs champs, type list, name, etc. Puis on voit un champ type info, donc qui a une structure object type initializer. Le nom, je ne sais pas, c'est comme ça. Et si on regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans cette structure object type initializer, il faut savoir que tout ça, maintenant, c'est des champs qu'on contrôle grâce à notre allocation dans le monde user. On a, si on regarde à l'offset 30, 38, 40, plein de pointeurs de fonctions. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est notre moyen peut-être d'exécuter du code depuis le monde noyau. Donc l'idée derrière, c'est finalement ces pointeurs de fonctions, on vient les faire pointer vers notre shellcode en userland ou notre fonction qu'on aura fait dans notre binaire. La fonction que j'ai choisie, pour ma part, c'est Security Procedure parce que je la trouvais assez facile à utiliser depuis le monde utilisateur. C'est de quelle manière? Il faut appeler la fonction Integrity Security Object
Et à partir de là, quand on fait ça depuis le monde de user, ça va forcer le noyau à dire « Ah, ok, quelle est cette structure ?» Alors, dans mon cas, c'est un fichier. C'est un type fichier à l'index 1. Index 1, c'est l'adresse badobobo. Il va tout parser les structures qu'on vient de voir jusqu'à arriver à retrouver ce pointeur de fonction security procedure depuis le noyau et venir appeler cette callback. Et là, on se retrouve avec une exécution de code noyau depuis le monde user. Alors évidemment, là, je n'ai peut-être pas le temps. Je regarde l'heure. C'est bon? D'accord. Super. Évidemment, c'est pas si simple parce que là, je dis, j'ai écrasé, bon, c'est un fichier que j'ai pris. Par contre, ça demande de faire du spraying avant parce que c'est bien beau d'écraser un objet, mais comment savoir que j'écrase le bon objet dans mon débordement? Et donc, il y a des techniques qui existent, notamment du spraying. Et moi, j'ai choisi de sprayer un certain type d'objet qui fait une certaine taille dans mon cas. Et qui sont des fichiers. Et avant de lancer l'exploitation, ce que je fais, c'est que je crée des trous, je libère ces objets-là en espérant que quand je vais charger mon binaire, que je vais l'exécuter, et ben, que le noyau vienne allouer dans cette portion de mémoire. Et je fais en sorte que quand je libère certains objets, qu'il me reste exactement un fichier juste après, un fichier que je contrôle aussi, et qui me permet d'appeler integrate security object avec le bon file handle, quoi. Et c'est de cette manière que j'arrive à exécuter du code. Slide suivant. Donc, avant de vous montrer un peu la vidéo, comment tout ça se passe? C'est vraiment un résumé. Donc, le binaire qui joue l'exploit, c'est PE rhyme with lpi.exe. Bon, je l'ai appelé comme ça pour le fun. Ce programme, quand il va être exécuté, on va passer à l'étape 1. Notre driver avpbb.6 va venir le chercher en mémoire dans le pool. Peu importe, c'est le fonctionnement normal. Il fait ses vérifications. C'est un programme sans droit spécifique. OK. Puis, il va démarrer, il va lancer mon binaire que j'ai appelé small.exe, qui fait la taille, on peut voir, de 680 en hexa. Et là, le driver va venir faire une allocation dans le pool. Et puis, on voit que derrière notre allocation, on a nos objects, object 3, object 4, que je contrôle. Bon, ça résume vraiment ce que je viens de dire tout à l'heure. Et puis, au moment de la libération, enfin, lorsque je vais ensuite appeler au niveau de lpe.exe la fonction integrate security object, ça va provoquer l'exécution du shellcode. Bon, je me répète un petit peu, mais bon, c'est plus schématique peut-être comme ça. Donc, on va passer la vidéo. Donc, on a nos deux binaires. Je vais d'abord vérifier avec un whoami si j'ai bien des droits utilisateurs. Je ne voudrais pas trop tricher non plus. Donc, je suis bien user 1. Au cas où, le groupe dont je fais partie, je suis bien user. Donc, je lance. Lui, il va commencer à sprayer au niveau du kernel. On va créer nos trous que je vous parle. Donc, j'en fais plusieurs volontairement pour avoir plus de chance parce qu'un seul trou. Donc, on voit que vous pouvez faire aussi leaker. C'est l'adresse kernel depuis le monde user. Bon, c'est détaillé. On peut retrouver ça sur le net de quelle manière on peut faire ça. Puis là, je démarre mon petit binaire small.exe. J'ai alloué le badobobo, j'appelle integrate security object et maintenant je vérifie via un whoami si j'ai élevé mes privilèges. Et c'est bien le cas. Donc, ce qui a été exécuté au niveau de la charge avec les droits système. Alors là, juste à la fin, je vous montre que comme je n'ai pas fait ça très propre, je nettoie pas, j'écrase des choses qu'il ne faut pas. Donc, ça va. Dès que je ferme la machine, il y a des objets Windows qui vont être libérés. Comme je les ai corrompus, on a un beau crash quand même à la fin. Bon, voilà. Après, dans le travail d'exploitation, il y a toujours, si on veut pas, toujours un travail après à faire pour fiabiliser post-exploitation, si on veut pas avoir ce genre de désagrément. Mais c'était pas le but. Comme je vous disais, c'est vraiment un proof of concept, un peu plus, qui permet de prouver à l'éditeur qu'on est vraiment face à une vulnérabilité avérée. Et, donc, c'est cool. Et je ne sais plus ce que je disais, mais en gros, voilà, si vous avez des questions. Et voilà, nous allons arriver aux questions-réponses après cette présentation. D'abord, bravo à vous. Merci. Et puis, par la suite, je vais prendre le micro et le tendre à celles et ceux qui souhaiteraient pouvoir avoir des précisions ou des questions.
Alors, petite remarque, alors peut-être j'en ai assommé certains. Sachez que moi c'est pareil, hein, quand je termine ce genre de choses, j'ai mal à la tête aussi. Hein. Mais non, vous en faites pas. Tout le monde est encore bien vivant et en tout cas, tout le monde est en tout cas très admiratif de votre présentation seule en scène. C'est la première fois qu'un intervenant est sans matériel à côté de lui. Bravo à vous et nous passons aux questions. Oui, tenez avec un micro, c'est plus simple. Bonjour, c'est une question très générale. En fait, je me demandais comment est-ce qu'on peut apprendre justement tout ce système d'allocation mémoire sur Windows. Est-ce qu'on a besoin du code source ou est-ce qu'on peut trouver des tutos sur le net ou des livres Non, on n'a pas le code source Windows, à part ce qui a été leaké. Par contre, il y a Ionesco qui fait des sacrés bouquins sur Windows Internal. Alors, c'est vraiment la Bible. Très compliqué à lire. Je ne conseille pas de le lire one shot, plutôt partie par partie. Et malheureusement, c'est pas forcément à jour. Donc, il y a un travail de. Là, il n'y a rien. On est tout seul à faire notre rétro-ingénierie du fonctionnement Windows, du kernel. Et voilà, c'est un travail de fond. Souvent, on se sert de ce qui a été déjà fait avant et on essaye de recroiser et de voir quels sont les changements. Alors moi, pour Windows 7, je ne vais pas vous cacher, hein, c'est pas moi qui ai étudié la rétro de cet allocateur. J'essaie de comprendre ce que les gens avaient déjà documenté sur cette partie-là pour faire mon exploitation. Une autre question, une autre précision? Oui. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais en combien de temps ça t'a pris de découvrir la vulnérabilité et faire le POC? Ouais, la vulnérabilité, alors après, je l'ai trouvé assez rapidement, on va dire. Il m'a fallu 3 semaines, un mois. Parce que c'est gros, il y a beaucoup. En fait, l'importance dans tout ça, c'est pareil, avant de plonger un petit peu au hasard, c'est faire une surface d'attaque. Donc moi j'aime bien le côté driver parce que je me dis c'est propice à des erreurs. Après c'est souvent des choses qui sont un petit peu enfouies, sinon les gens les auraient déjà trouvées peut-être assez rapidement, peut-être par du fuzzing basique, je sais pas. Puis l'exploitation, ça m'a pris, je dirais 2 semaines derrière. Je pense que c'est parce que, ça paraît peut-être beaucoup, pas beaucoup, je sais pas, ça dépend les gens. Après il y a l'expérience qui rentre en jeu, donc j'ai pu peut-être m'adapter assez rapidement, mais ça prend quand même du temps. On peut pas dire, c'est ça le problème qu'on va retrouver notamment aussi dans les prestations de ce genre de recherche, c'est qu'aujourd'hui, les pentesters, tout ce qu'ils font, c'est des prestations assez courtes, ils n'iront pas au fin fond de ce genre de recherche, alors que là, c'est des travaux qu'il faut partir sur un minimum de 2 mois à la base. Hein. C'est un coût. Et pour rebondir à la question de l'autre personne, pour apprendre un peu, faire du reverse et faire de la recherche de vulnérabilité, est-ce que tu conseillerais de développer justement un driver? Est-ce que tu penses que c'est une bonne méthode pour comprendre comment le système interne de Windows fonctionne? En effet, alors, par défaut, moi je conseille, c'est mon approche, je viens de cette approche-là, de développer, parce que c'est en développant en C, en bas niveau, qu'on rencontre aussi les erreurs que les développeurs peuvent commettre. Et donc c'est toujours intéressant de développer un driver, je pense. Ça permet de se familiariser notamment avec les API noyaux. Après, il existe déjà, j'ai plus le nom exact, HEVD, c'est un driver qui est complètement vulnérable, qui possède vraiment plusieurs vulnérabilités. Donc c'est un driver qui est dédié à l'exploitation, à la limite, pour le coup. Mais ouais, c'est très compliqué de s'y mettre. Ça demande un investissement personnel, du temps et de la volonté, mais c'est vraiment super de se plonger dedans. Une dernière question, une dernière précision sur cette intervention? Bon, écoutez, tout a l'air clair et pour tout le monde. Merci et encore bravo à vous.